qui résonne beaucoup avec ce qu'on s'est dit ce matin sur cette sorte d'éthique du funambule du gestionnaire entre efficacité et exemplarité à laquelle évidemment le juge financier doit être attentif aussi. J'invite maintenant pour entrer dans le vif du sujet de la troisième table ronde que d'une certaine manière vous avez aussi annoncé en montrant bien à quel point cette responsabilité financière devait trouver sa place parmi les autres régimes de responsabilité, non pas en les redoublant mais en les complétant. J'invite donc Céline Husson-Rochecongar, directrice de la recherche de la maison qui nous accueille, l'INSP, et qui va modérer la troisième table ronde, ainsi que les intervenants qui vont pouvoir aussi rejoindre le plateau. Jean-François Bonnard, procureur de la République, financier. Olivier Christen, directeur des affaires criminelles et des grâces. Alice Bossière ne pourra pas être avec nous aujourd'hui car elle est souffrante exceptionnellement. Marie-Aimée Gaspari, préfète de la Mayenne, qui est juste là. Et Mathias Guillomard devrait être présent avec nous par les airs, via Zoom, si tout va bien. Occasion d'ailleurs de vous dire qu'il ne faut pas vous inquiéter si vous entendez quelques petits sons incongrus, des bips ou autres qui pourraient marquer le moment de la connexion à Zoom. Tout va bien et tout est a priori sous contrôle. Je laisse la parole évidemment donc à notre modératrice. On va essayer de tenir les délais en s'arrêtant à 16 heures pour la pause afin de préserver ce temps de questions-réponses, y compris celles que l'on aura regretté de ne pas avoir pu poser en toute fin de journée. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Madame la secrétaire générale du gouvernement vient de nous proposer, effectivement, Adeline le disait, une transition parfaite, en nous parlant de démocratie, en nous parlant de confiance, en nous parlant de pédagogie, et peut-être aussi et surtout en insistant sur l'évolution actuelle d'une culture de la norme à une montée en puissance de la responsabilité managériale. Et d'une certaine manière, ça nous fait effectivement cette transition vers cette troisième table ronde. Alors, vous me permettrez, en tant que co-organisatrice de ce colloque, et c'est Marie-Vonne Le Brignonen le rappelait ce matin, le premier colloque scientifique organisé par la toute jeune direction de la recherche de l'Institut, de commencer par quelques mots de remerciement à la fois au parquet général et particulièrement à monsieur le procureur général qui a eu l'initiative de cette manifestation qu'on a été très très heureux de pouvoir reprendre au bon pour organiser ensemble cette manifestation, parce que ça nous permet stratégiquement d'affirmer notre positionnement scientifique à l'Institut et à la direction de la recherche. Nous ne souhaitons pas seulement nous adresser à la communauté scientifique, nous souhaitons nous adresser peut-être d'abord et avant tout à la communauté de l'action publique vivante, ceux qui font l'action publique au quotidien. Et ça nous a amené à proposer ce format un peu particulier de colloque, où nous avons choisi ensemble non seulement les intervenants, mais aussi, dans une certaine mesure, le public, puisque l'objectif est dans la discussion. Alors je dis dans une certaine mesure parce que ça a été rappelé à plusieurs reprises ce matin, l'engouement et le nombre d'inscriptions témoignent d'un intérêt pour cette question et peut-être aussi d'une forme d'inquiétude quant au fait de savoir ce qu'elle recouvre exactement. Et bien sûr, j'ai conscience que parmi ceux qu'on appelle gestionnaires publics, eh bien, il y a des tas de catégories extrêmement diverses de personnes avec des responsabilités extrêmement diverses et qui peuvent donc avoir une connaissance plus ou moins approfondie des différents mécanismes, des différentes normes telles qu'elles existent et sans doute plus ou moins approfondie aussi des différents enjeux de l'évolution actuelle. Donc je comprends parfaitement bien que ça puisse susciter d'abord un sentiment un peu d'incompréhension ou d'inquiétude avant de voir éventuellement de quelle manière ça évolue. Alors, peut-être que je devrais commencer par un point qui n'a pas été abordé spécialement ce matin, en tout cas pas sous cet angle-là, même si Sébastien Cotte l'a donné à voir, je pense, c'est que le rôle des scientifiques dans cette histoire, puisque c'est quand même un colloque co-organisé par des scientifiques et le parquet général, le rôle des scientifiques n'est jamais de décerner des bons et des mauvais points. Le rôle des scientifiques est de contribuer à améliorer notre connaissance
et, si possible, notre compréhension collective du monde dans lequel nous vivons, et en l'occurrence de l'action publique dans ses différents aspects et dans toute sa diversité. Avec ce colloque, pour le parquet général, il s'agissait d'offrir un cadre de réflexion adapté à des échanges entre la Cour et ses justiciables, pour chercher en quelque sorte à transformer l'essai de la réforme et pour prendre la main sur l'interprétation, essayer de maîtriser justement cette possible inquiétude et de donner des explications dans une perspective très pédagogique et très démocratique. C'est pourquoi j'ai répondu avec beaucoup d'enthousiasme à cette sollicitation. Nous avons donc proposé ce format et l'objectif, c'est évidemment d'entendre, je le disais, ceux qui font l'action publique au quotidien, ça veut dire les magistrats peut-être en l'occurrence sur cette réforme-là, mais pas uniquement, aussi des acteurs publics de premier plan qui nous ont permis d'y voir un peu plus clair et puis aussi de mesurer que, quoi qu'il en soit, la responsabilité est toujours à la mesure du pouvoir ou des responsabilités qui sont exercées au sens premier et le plus noble. Maya Virgin l'a expliqué ce matin avec beaucoup de conviction, je pense. Donc, dans cette perspective, la table ronde qui nous intéresse va chercher à interroger la manière dont les juridictions financières trouvent place dans l'architecture judiciaire de la République sur le mode de la complémentarité. Sébastien Cotte le rappelait ce matin, hein, il s'agit d'écrire un objet d'étude, la responsabilité des gestionnaires publics, d'expliquer la réforme qui est initiée par l'ordonnance du 23 mars 2022, de repenser sur cette base la responsabilité des gestionnaires publics, qui en l'occurrence fait bien davantage que de s'inscrire dans la jurisprudence antérieure de la CDBF. Évidemment, on l'a rappelé ce matin, on ne construit jamais une norme juridique à partir de rien, on la construit à partir de l'existant, mais néanmoins, il faut penser ici dans une perspective beaucoup plus ample, et puis tout ça pour tenter de mieux comprendre les évolutions contemporaines de l'action publique, je le disais, et la manière dont fonctionne finalement cette grande machinerie républicaine, démocratique, qui sert avant tout à protéger l'intérêt général. Alors, nous l'avons entendu ce matin, en passant d'un contrôle majoritairement a priori à un contrôle a posteriori, c'est la manière de penser ce qu'est le contrôle, en termes de maîtrise désormais peut-être davantage qu'en termes simplement de contrôle auquel on adjoindrait une sanction, qui évolue. Donc la complémentarité qui a toujours été celle qui relie entre elles les différentes institutions judiciaires concernées se trouve rénovée sans aucun doute, mais elle persiste, et elle persiste au service de la démocratie. Donc après nous être intéressés aux justiciables, puis à l'enchevêtrement des différentes responsabilités ce matin, il est temps de se pencher sur la manière dont l'ordonnance de 2022 fait évoluer les relations entre les institutions judiciaires. Alors, avec l'objectif d'en mettre en évidence à la fois les traits les plus forts, les atouts, et peut-être aussi, on l'entendra, certains risques ou certaines zones d'ombre. Pour viser cet objectif, qui va être finalement de parler de la légitimité de l'ensemble de ce système, puisque il ne faut pas l'envisager juridiction par juridiction, mais plutôt comme formant un tout. Eh bien, je suis très heureuse et très fière qu'on ait pu réunir ce qu'il faut quand même bien appeler une table ronde de rêve sur cette question. Donc, je remercie vivement nos intervenants et intervenantes pour le temps qu'ils ont bien voulu consacrer à la préparation de ce colloque, à nos échanges antérieurs et puis à nos discussions du jour dans un emploi du temps que je sais extrêmement chargé. Avant de leur passer la parole, je vous fais part d'un tout petit aménagement par rapport au programme dans l'ordre des interventions. Nous entendrons tout d'abord Madame Marie-Aimée Gaspari, qui est préfète de la Mayenne et qui commencera par une mise en perspective qui nous brossera une sorte de tableau d'ensemble de cette complémentarité entre
entre les deux ordres de juridiction et qui questionnera l'impact du nouveau régime de responsabilité sur cette ligne de partage délicate, cet équilibre aussi délicat à trouver que nécessaire entre les deux types de responsabilités. Nous entendrons ensuite Monsieur Olivier Christen, directeur des affaires criminelles et des grâces, qui se penchera de façon plus précise sur les pistes de coopération que l'on peut espérer fructueuses dans ce dispositif rénové dont il nous dira s'il pense qu'il est ou non révolutionnaire. Tout ça à travers le renforcement d'un certain nombre de bonnes pratiques au service de l'ordre public financier, dont Monsieur le procureur général nous rappelait ce matin qu'il est l'une des digues principales de protection de notre état de droit. Ensuite, la parole sera à Monsieur Jean-François Bonnert, procureur de la République financier, qui insistera pour sa part sur l'articulation entre autorités de poursuite du point de vue du parquet national financier et nous fera part de son expérience en la matière. Il me semble que ce propos fera certainement écho très fort à celui de Maya Virgin ce matin, qui évoquait la nécessaire conciliation entre efficacité et exemplarité, sous un angle un peu différent, mais je pense que nous serons assez largement là. Nous aurions dû entendre Alice Bossière, vous constatez une défection malheureusement, Alice qui est avocate générale près la Cour des comptes et souffrante. Je regrette d'autant plus que nous avons travaillé ensemble à l'organisation de cette table ronde et que j'aurais été très heureuse de pouvoir partager avec elle la concrétisation de tout ce travail et ses efforts. Il y aura d'autres occasions et vous retrouverez bien sûr son propos écrit dans les actes du colloque qui seront publiés au printemps par l'Institut. Alors, Alice avait prévu de se pencher, je vous le dis quand même en un mot, sur le rôle d'interface, finalement, entre le siège et les juridictions judiciaires, qui est assumé par le procureur général près la Cour des comptes et par les procureurs financiers près les CRTC, entre, je le disais, le siège et les juridictions judiciaires, notamment à travers le nouvel article L112-2 du Code des juridictions financières qui vient consolider le dispositif existant en expliquant que les procureurs financiers assistent le procureur général dans ses missions. Enfin, et je suis ravie de constater que notre connexion à distance a l'air de fonctionner, c'est Mathias Guillaumard qui interviendra en clôture de nos discussions, désormais juge à la Cour européenne des droits de l'homme, élu au titre de la France après avoir été conseiller d'État et membre de feu la CDBF et rapporteur général de la Commission supérieure de la codification. Le juge Guillaumard nous apportera un éclairage européen à travers l'analyse du principe non bis in idem, la manière dont la Cour européenne pratique le contrôle de son respect en matière financière et fiscale. Donc, façon de mettre un point d'orgue à cette question de la complémentarité entre juridictions et entre institutions judiciaires, en n'oubliant pas que ça s'inscrit dans un cadre forcément européen et international. Voilà. Et sans plus tarder, je passe la parole à Madame Marie-Aimée Gaspari. Je vous remercie, Monsieur le procureur général, de m'avoir invité à cette journée de travail et de m'avoir sollicité pour participer à cette table ronde éminente, comme vous avez voulu le dire, et avec pour ambition de vous livrer un témoignage parce que, alors, vous m'avez présenté comme étant préfète de la Mayenne, je suis actuellement préfète de la Mayenne, je suis magistrat de la Cour des comptes. Et j'ai été aussi magistrate judiciaire, ce qui m'autorise aujourd'hui à avoir peut-être un regard pluriel sur la manière dont on met en œuvre les régimes de responsabilité à la fois financiers dans leur ancienne version et pénale, et avoir une vision dans le temps, puisque je suis rentrée dans la magistrature judiciaire en 2000 et que j'ai principalement exercé en matière économique et financière. Peut-être que je voudrais commencer le propos en revenant aux fondamentaux et aux fondements des deux régimes de responsabilité, pénal et financier. On a deux régimes distincts, autonomes, qui ont en commun de protéger l'ordre public financier, mais qui ont aussi leur finalité propre. Et je crois qu'il faut rappeler ces finalités propres. La justice pénale économique et financière, elle sanctionne notamment les atteintes à la probité qui peuvent être commises par des gestionnaires publics et qui supposent une intention délictueuse.
Et le juge financier, lui, dans sa finalité de protection des deniers publics, il s'assure de l'efficience, de l'efficacité de la gestion publique, mais aussi de sa régularité. Et c'est-à-dire régularité, conformité à un corpus de règles comptables, budgétaires et financières. Ces missions des juridictions financières et pénales, elles sont indispensables, chacune, à la transparence de la gestion publique, et nos concitoyens y sont extrêmement attachés. Et elles permettent aussi, chacune, de leur manière, en tout cas, de rétablir la confiance des citoyens dans les institutions publiques. Aussi, la recherche des complémentarités qui peuvent exister dans les modes d'action de ces deux ordres de juridiction, elle est importante. Elle est ancienne. Moi, dès que je suis rentrée dans les juridictions financières, on parlait déjà dans les juridictions judiciaires, on parlait déjà de la complémentarité des deux modes d'action, parce qu'on sait évidemment que les juridictions financières ont des objets de contrôle que les juridictions judiciaires peuvent connaître. Donc, les champs de compétences et d'investigation des uns peuvent être communs, et que les éléments recueillis par les uns peuvent être utiles aux autres. Et cela constitue une double justification à leur relation. Et surtout que la recherche de complémentarité, elle peut permettre une meilleure cohérence et efficacité des interventions respectives de chacune de ces juridictions. Ce qui est frappant, c'est que le Code des juridictions financières prévoit de manière extrêmement précise les modalités de relation entre les deux ordres de juridiction, et de très longue date. On a des échanges d'informations, des échanges de pièces. Tout cela est parfaitement défini par le Code des juridictions financières, et aussi de manière totalement réciproque. Tout ce que l'une des juridictions peut transmettre à l'autre se fait dans une réciprocité totale. Aujourd'hui, je vais vous donner peut-être deux axes dans mon intervention. Le premier, peut-être de dresser très vite un état de la coopération à l'entrée du nouveau régime, tel qu'il a été construit pendant toutes ces années, avant de donner quelques perspectives sur ce que j'entrevois pour la mise en œuvre du nouveau régime, enfin, qui est déjà en cours de mise en œuvre. Et là, je vous livrerai peut-être quelques interrogations, quelques observations aussi positives, évidemment, sur l'impact de ce régime sur les gestionnaires, puisque aujourd'hui, la casquette qui est la mienne a changé, puisque je suis à la fois autorité de déféré, mais justiciable de cette juridiction. Peut-être sur l'état de la coopération, je le disais, c'est une coopération qui est assez ancienne, mais qui a démarré vraiment dans les années 90. Et il faut reconnaître que la procureure générale Hélène Gissereau a créé un poste qui n'est pas neutre auprès d'elle, qui est un poste de magistrat judiciaire en détachement. Donc il y a, depuis les années 90, un magistrat judiciaire qui est aujourd'hui Bruno Nataf. C'est un poste que j'ai occupé entre 2012 et 2015. Ça a été mon premier contact avec les juridictions financières. Et c'est Hélène Gissereau qui en a eu l'initiative, se disant que il devait y avoir une sorte d'officier de liaison et un expert du droit pénal, peut-être aussi au sein des juridictions financières, avec ce magistrat. Ces relations, elles se sont intensifiées entre les juridictions judiciaires et les juridictions financières, essentiellement grâce à l'impulsion des procureurs généraux divers depuis les années 90, et notamment aussi après avec, je salue Jean-François Bénard qui est présent parmi nous, et évidemment Catherine Hirsch aussi. Tous ces procureurs généraux, Gilles Joannet compris, ont fortement contribué au rapprochement des deux ordres de juridiction, avec des textes qui sont venus encadrer ces relations, et puis ont bien vu l'intérêt d'une dynamisation et d'une coordination des actions. Ces périodes d'intensification de relations ont permis la création de bases solides, et surtout de contribuer à une meilleure connaissance réciproque des deux institutions, dont on va voir qu'elle va nous servir pour l'avenir, au moment où il va falloir peut-être un peu repenser l'articulation. Intensifier les échanges pour une meilleure coordination, cela signifie de manière très pratique que les magistrats du ministère public, aussi bien de la Cour des comptes que des chambres régionales des comptes, et j'ai été présidente de chambre régionale des comptes, ont aujourd'hui
vraiment l'habitude d'aller consulter leurs homologues judiciaires, les procureurs de la République compétents, pour les interroger sur ce qu'ils pensent d'un dossier, de fait, sur la caractérisation d'une infraction. Et c'est heureux aujourd'hui qu'on ait un réflexe préalable de se demander est-ce que la meilleure voie possible est de se consulter, de savoir quelle est la meilleure voie possible pour une poursuite. Cela est, me semble-t-il, totalement aujourd'hui entré dans les mœurs, sans préjuger, évidemment, d'un délibéré qui viendra acter ou pas une transmission pénale. Tout cela pour dire qu'aujourd'hui, la qualité des relations qui sont entretenues est réelle. Elle se manifeste au travers de relations institutionnelles, des réunions interjuridictionnelles au cours desquelles on fait le bilan de nos transmissions pénales. On essaye de voir quelles sont les pistes d'amélioration et quels sont les dossiers qui présentaient des faiblesses pour éviter de commettre peut-être les mêmes erreurs. Finalement, les juridictions financières ont en tout cas montré toute la plus-value qu'elles pouvaient apporter dans la lutte contre les atteintes à la probité. Ça n'est pas leur mission première, mais à l'occasion des contrôles, les rapporteurs détectent, débusquent des irrégularités, voire des atteintes à la probité qui sont par construction occultes et qui peuvent intéresser les juridictions financières. De ce point de vue-là, la juridiction financière est un premier niveau, on va dire, de lutte contre les atteintes à la probité. Et il me semble que la Cour des comptes et les juridictions financières, ces 10 dernières années, ont parfaitement rempli leur rôle. Peut-être que, et on a souvent d'ailleurs, en tout cas, loué la technicité des transmissions pénales des juridictions financières avec des magistrats qui ont un métier et un savoir-faire qui est assez unique en termes financiers, une expertise en matière de marché public qui existe encore au sein de notre maison. Peut-être vous tempérez un peu ce propos pour terminer sur cet état des lieux, pour dire peut-être que on a constaté quand même qu'il y avait assez peu de réciprocité dans nos échanges d'informations, c'est-à-dire que c'était plutôt les juridictions financières qui alimentaient les juridictions judiciaires en toute amitié. Et je vais vous dire que je prends ma part parce que il ne m'est jamais venu à l'idée, en étant au parquet de Paris ou au parquet de Nanterre, de me retourner vers la Cour des comptes. Au moment où j'exerçais, je l'avoue, alors qu'aujourd'hui, avec une autre perspective, je me dis qu'il y a peut-être des informations qui auraient pu intéresser ces juridictions. Donc peut-être en tout cas une piste d'amélioration sur la réciprocité de ces transferts d'informations ou de saisines, et j'y reviendrai. Et puis peut-être une autre faiblesse à la complémentarité des relations, c'est que nous avions une CDBF un petit peu faible dans son activité, même si elle a connu un regain d'activité assez notable quand même en quelques années. Mais peut-être que la faiblesse de cette activité a pu empêcher, je crois, une véritable complémentarité entre les deux ordres de juridiction. Alors, aujourd'hui, nous avons un vrai défi parce que un nouveau régime est en train d'être mis en œuvre avec l'inconnu que vous rappeliez. Que va devenir ce régime et quel sera le positionnement du juge. Je vous livre quelques réflexions qui sont les miennes à ce stade, c'est-à-dire à un stade très précoce de la mise en œuvre de ce nouveau régime. Je crois que il va quand même un peu modifier les lignes de partage entre le juge pénal et le juge financier, peut-être. En tout cas, il va nous amener à y réfléchir à nouveau. Et je le disais, les relations que nous avons construites jusqu'à présent vont nous y aider parce que ce sont des relations de confiance réciproque et de bonne connaissance mutuelle. Donc, il va falloir y réfléchir à nouveau. Peut-être que le juge financier va devoir trouver une autre place qui était la sienne, parce que ce régime est à certains égards plus restrictif, mais à certains égards est aussi plus ouvert, parce que toutes les incriminations n'ont pas été rétrécies dans leur champ d'application. Mais il prend en compte ce nouveau régime, peut-être, première observation, il prend en compte le fait que les gestionnaires publics doivent être
ne doivent pas être engoncés par un cadre qui les paralyse. Et je crois que la liberté de la gestion publique est à l'origine de ce régime. Et aujourd'hui, de la place où je me trouve, je ne peux qu'y souscrire. La tâche des gestionnaires publics, elle est complexe. Elle est complexe en temps de crise. Elle est complexe parce que les crises se multiplient. Et qu'il faut aussi l'avoir à l'esprit. Et je crois que le mérite de ce régime, c'est d'avoir intégré la complexification de la tâche des gestionnaires publics face à la multiplication des crises, face au fait que nous avons des concitoyens, et ça moi je le vis au quotidien, qui sont quand même en attente de résultats de l'action publique et de la politique publique, et des politiques publiques, et qui pour ça nous demandent d'agir. Et si nous devons agir, et on voit bien que le gouvernement nous y pousse, et nous y pousse aussi en nous offrant des possibilités de dérogation, j'en parle, puisqu'il y a un décret qui permet au préfet de déroger à des dispositions réglementaires dans un cadre très spécifique, mais qui en tout cas démontre bien qu'il y a une volonté de libérer aussi l'action publique et l'action des gestionnaires et de se prémunir surtout contre l'inaction. Ce qu'on nous demande, me semble-t-il, c'est d'agir. Ça, c'est une première observation. La deuxième observation est peut-être un point de vigilance que je vois dans cette réforme, qui concerne essentiellement le champ de la commande publique par rapport à ce qu'il était et le traitement qu'il avait au préalable, c'est-à-dire, je trouve, une répartition équilibrée entre le pénal pour les faits les plus graves ou qui pouvaient laisser suspecter des faits de corruption et une juridiction CDBF pour des faits un peu systémiques qui relevait plus d'une inaction, d'un manque de transformation interne et managériale peut-être, et donc une absence de prise de position au sein d'une entité. J'ai en tête des dossiers notamment d'entreprises publiques pour lesquels nous avons soutenu qu'ils soient renvoyés devant la CDBF et ils l'ont été. Pour ces cas-là, nous avions trouvé un point d'équilibre. Aujourd'hui, avec peut-être la faute grave et le préjudice significatif, on risque peut-être de perdre ce point d'équilibre parce que le droit de la commande publique, en tout cas, il n'est pas exclu que tout le droit de la commande publique bascule dans le champ du pénal ou ne soit pas du tout sanctionné. Voilà mon point d'interrogation. Après, je tempère. Il faut aussi que les juridictions financières et les rapporteurs en particulier changent un peu leur logiciel. On a été habitué à travailler avec un article filet dérivant, 313.4, la fraction aux règles d'exécution et de dépenses, qui était extrêmement large dans son champ d'application. Aujourd'hui, il faut qu'on essaye de réfléchir autrement. Il faut qu'on pense faute grave et préjudice financier significatif, ce qui n'était pas le cas puisque nous n'en avions pas besoin pour caractériser les manquements aux règles de la commande publique. Donc, il y a aussi un effort du côté des juridictions financières et des rapporteurs dans leur pratique professionnelle et dans leur formation pour débusquer les infractions aux règles de la commande publique, mais aussi s'interroger sur comment il va falloir les sanctionner. Voilà les quelques observations que je voulais faire. Je pourrais peut-être terminer en disant que l'équilibre, il doit être trouvé, je le répète, pour éviter une pénalisation excessive, pour éviter la paralysie des gestionnaires et peut-être aussi pour éviter l'impunité aussi, parce que je crois que ce n'est pas ce que nous souhaitons et ce n'est pas ce que les citoyens attendent. Le nouveau régime de la Cour des comptes, il répond à une attente des citoyens quand même, il faut le rappeler. La Cour des comptes est une des institutions et les juridictions financières bénéficient d'un capital confiance inégalé dans la sphère publique. Ce capital confiance, il repose, je crois, sur leur impartialité, leur indépendance, leur technicité, leur légitimité à intervenir dans le champ de la dépense publique. Et il faut que pour ça, quand même, le juge des comptes, le juge financier désormais, trouve sa place. Et ce sont les acteurs les acteurs de ce régime qui devront l'y aider, avec un rôle évidemment très important, et j'en terminerai par là, de la jurisprudence. La jurisprudence devra faire son œuvre prétorienne. Le juge de premier ressort, de première instance, et évidemment la Cour d'appel financière et le juge de cassation.
Je dis un dernier mot parce que c'est mon ADN de parquetière, mais le parquet général aura un rôle fondamental aussi à jouer et c'est aussi une des avancées de la réforme, c'est qu'on a un parquet général qui va devoir donner le là sur sa politique de poursuite et quelle doit être la ligne de partage et quel doit être aussi le niveau de répression des gestionnaires publics, avec un système qui doit être crédible, je crois que vous l'avez dit, monsieur le procureur général, qui ne doit pas sanctionner les fautes mineures. Ce n'est pas l'objet et ce n'est pas l'intention du législateur, mais qui doit nous permettre en tout cas de réprimer les manquements les plus graves avec une sanction administrative. Je vous remercie. Bien, merci beaucoup, Madame la préfète, Madame le juge. Vous avez noté que pour essayer de dégager du temps pour la discussion, j'ai évité de présenter en intégralité l'ensemble du pédigré, si vous me permettez cette expression, de nos intervenants. Donc, sans plus tarder, puisqu'il s'agit toujours de donner le là, eh bien, je passe la parole à Monsieur Olivier Christen pour quelques pistes peut-être plus approfondies. Merci beaucoup, madame. Je vais m'inscrire en fait complètement dans les propos qui ont été tenus, puisqu'on a un ADN commun avec Mme Gaspari, au-delà du fait que nous sommes de la même promotion de l'école de la magistrature. Mais je me retrouve dans beaucoup de choses qu'elle a indiquées, et je voulais commencer par cela en préparant mon propos, mais en fait elle m'y invite également. C'est que dans les fonctions qui sont les miennes, j'ai aussi découvert la Cour des comptes par les parquets généraux, et à travers les échanges qui existent et qui sont promus, comme cela a été souligné, entre le parquet général de la Cour des comptes et les juridictions judiciaires, et avec les rapports que j'ai pu avoir dans mes différentes fonctions, avec M. Joignet en premier lieu, puis ensuite avec Mme Hirsch, quand je suis devenu directeur des affaires criminelles et des grâces, évidemment aujourd'hui avec Louis Gauthier, que je remercie donc de m'avoir invité à intervenir dans ce cadre-là. Et si je voulais commencer par cela, et c'est pour ça que je dis que ça s'inscrit dans ce qu'a indiqué Mme Gaspari, c'est parce que je crois que ce qui marque beaucoup quand même sur ce sujet-là, enfin un des points importants et sur lequel évidemment que je vais développer maintenant, c'est l'importance des relations qui existent entre la Cour des comptes et par l'impulsion du parquet général de la Cour des comptes avec l'ensemble des juridictions financières et les juridictions judiciaires, avec un vrai souhait de s'inscrire dans une complémentarité dans l'office de chacun pour faire respecter l'ordre public financier, chacun évidemment donc dans son champ d'intervention. Les liens sont donc étroits et se développent à la fois donc au niveau national ou en tout cas stratégique entre la direction des affaires criminelles et des grâces et donc le procureur général de la Cour des comptes, et par l'intermédiaire d'un grand nombre d'impulsions locales et qui sont autour de réunions qui sont montées par le procureur général de la Cour des comptes en général, avec l'ensemble des procureurs d'un ressort au siège des chambres régionales des cours des comptes. Tout cela, ce qui ressort de ces différentes réunions, c'est que à tous les niveaux, on relève qu'il y a un appel très fort au renforcement des différentes synergies qui existent entre le niveau local, le niveau national, dans les deux ordres de juridiction, et peut-être encore plus depuis une dizaine d'années avec la restructuration de l'organisation judiciaire de lutte contre la délinquance financière, qui très rapidement était d'abord dans les parquets classiques auprès des tribunaux judiciaires dits de droit commun maintenant, puis la création des juridictions interrégionales spécialisées en 2004 qui ont une dimension financière, et puis évidemment, a fortiori maintenant, depuis la création du parquet national financier en par la loi de 2013 et donc en 2014, puisque nous en fêterons les 10 ans l'an prochain, qui est maintenant un peu le fer de lance évidemment de cette dimension-là, et donc un travail beaucoup plus important sur l'articulation des uns et des autres, sur ce qui existe pour lutter contre la probité. Et je crois qu'aujourd'hui, ce rapprochement entre les juridictions judiciaires et les juridictions financières doit évidemment se poursuivre dans le contexte évidemment de l'entrée en vigueur
le 1er janvier 2023, de ce régime donc révolutionnaire de responsabilité financière des gestionnaires publics dans la chambre du contentieux de la Cour des comptes, et qui nous appelle sans doute à redynamiser ce lien et à réfléchir à comment il doit être repensé et comment les échanges entre l'autorité judiciaire et à la fois donc le parquet général de la Cour des comptes et puis localement les chambres régionales des comptes doit se repenser. Ce nouveau régime, évidemment, il est construit sur une approche complémentaire entre les deux voies pour réprimer les infractions qui peuvent être commises, avec, donc, je l'indiquais, de nouveaux dispositifs d'échange et qui doit se matérialiser par la volonté d'avoir un dialogue beaucoup plus construit, sans doute, beaucoup plus régulier. Et j'entends bien que c'est un dialogue, c'est-à-dire que chacun doit parler à l'autre. Et là aussi, j'aurai l'occasion d'y revenir dans quelques instants, puisque, comme l'a fait remarquer Mme Gaspari, et on le voit aussi dans nos chiffres, il est un petit peu univoque pour l'instant. Donc je vois dans ce nouveau régime une chance de redynamiser notre collaboration et donc, surtout, l'enjeu majeur étant de parvenir à dessiner ce qui doit relever des irrégularités ou des fautes graves commises par les gestionnaires publics, qui relèvera donc de la chambre du contentieux de la Cour des comptes, ou du défaut de probité qualifiable pénalement, qui relèvera plus naturellement des juridictions judiciaires. Et nous aurons sans doute d'ailleurs besoin de faire à un moment donné un point sur la façon dont se fait cette articulation pour s'assurer des bonnes instructions qui sont données de part et d'autre. Donc, si vous voulez bien, je vous proposais autour de après cette un peu longue introduction, mais de tenir mon propos autour un peu des deux grands axes, qui sont à la fois comment est-ce que l'autorité judiciaire peut bénéficier des signalements plus nombreux et plus qualitatifs de la part soit du parquet général de Cour des comptes, soit des chambres régionales des comptes. Et puis, on évoquera également la façon dont doit fonctionner pour nous et de favoriser le déféré, qui doit être redynamisé, qui est donc une arme dont disposent les procureurs de la République pour transmettre un certain nombre d'informations à la Cour des comptes, afin de définir, de repréciser la trajectoire que nous avons essayé de définir sur un travail commun qui a été fait avec le parquet général de Cour des comptes et qui, pour l'autorité judiciaire, s'est matérialisé par une circulaire que j'ai diffusée le 29 juin 2023 et qui explique normalement à l'ensemble des procureurs de la République qui l'ont lu, le niveau dispositif, mais c'est pour ça qu'on continue à aller les voir pour insister sur l'importance que cela a. Mais je ne doute pas que le procureur national financier, lui, il aura regardé ça avec détail. Donc plus sérieusement, sur la coopération renforcée, donc au soutien d'une montée en puissance des signalements qui sont adressés par les juridictions financières à l'autorité judiciaire. Le cœur de la politique pénale en matière financière, il est construit autour de la capacité à recevoir des signalements des différentes autorités qui existent de contrôle, qui permettent de détecter les infractions financières. Et si je commence par cela, c'est parce que ce que l'on observe lorsqu'on analyse le fonctionnement de la justice judiciaire financière, c'est le très grand décalage qui existe entre la qualité du dispositif juridique, de l'architecture de la justice pénale financière, à la fois judiciaire pure, mais également des différentes instances donc de potentiel qui ont les capacités de signalement, de la qualité des moyens d'investigation qui existent, et ce qu'il faut bien dire, une forme de pauvreté du résultat, à la fois en quantitatif et en parfois qualitatif par rapport à ce que l'on pourrait attendre. Et ce qui est le plus marquant pour le point de départ, c'est le niveau de signalement qui est extrêmement faible, qui est fait par les différentes autorités de contrôle à l'autorité judiciaire pour lui permettre d'enclencher son action avec des signalements à la fois sur le plan qualitatif et dans des délais qui lui permettent de réagir de façon dans des délais qui seraient raisonnables. Donc l'un des objectifs quand même de ce niveau dispositif tel que nous le percevons est de réarmer cette stratégie de signalement, parce que il nous semble qu'on y reconnaît quand même très clairement
aux juridictions financières un rôle essentiel dans la détection des infractions. Je ne vais pas redire ce qu'a indiqué Madame Gaspari, mais par les missions qui sont celles des juridictions financières, il y a évidemment une capacité de déceler des modes opératoires complexes et surtout de transmettre des signalements qualitatifs sur des sujets sur lesquels les magistrats judiciaires sont loin d'être des spécialistes, donc de les comprendre, d'en appréhender les enjeux et à partir de là, de lancer un travail d'investigation qui soit satisfaisant et dont on peut espérer des résultats intéressants. Et l'expertise des magistrats financiers est sur ce plan-là quelque chose qui est unique et qui est évidemment très profitable potentiellement à l'autorité judiciaire. Et on observe que ce message qui est quand même passé, je l'indiquais depuis maintenant un certain temps, à travers les nombreuses réunions qui sont conduites par le procureur général de la Cour des comptes, après la Cour des comptes, est quand même bien perçu, y compris aujourd'hui par les parquets financiers. Les parquets, alors ce que j'appelle les parquets financiers, moi, c'est les parquets qui s'occupent de la matière financière en matière pénale, par les procureurs de la République, qui, dans les rapports annuels du ministère public, insiste sur le développement des rapports avec les procureurs financiers, au sens Cour des comptes cette fois, avec les procureurs financiers, la qualité des échanges qu'il y a et la qualité de ce qui est transmis pour engager des procédures judiciaires et notamment pour toutes les atteintes à la probité telles que le favoritisme, le détournement de fonds publics ou la prise illégale d'intérêts. Pour vous donner quelques quand même de chiffres sur ce plan-là, sur 2015, je prends cette année comme une référence parce que la première grande circulaire qui a exposé les relations entre les chambres régionales des comptes, les parquets financiers, après les chambres régionales des comptes, le parquet général de la Cour des comptes et donc les juridictions judiciaires, date de 2014. Donc depuis 2015, on note 530 signalements qui ont été faits à l'autorité judiciaire donc sur des potentielles infractions pénales relevées par les juridictions financières, avec un pic en 2018 qui a été de 93 et depuis une baisse et une stagnation autour de 40 par an. Donc c'est pour ça que je parlais tout à l'heure du besoin de redynamiser et je pense que nous avons avec l'ordonnance l'occasion de redynamiser le dispositif, étant noté en plus que l'essentiel des signalements proviennent du procureur général près la Cour des comptes, puisque c'est à peu près le 5e de ceux qui sont faits au niveau national. Sur les suites qui sont données, sur les 530 signalements depuis 2015, il n'y a que 176 dossiers qui sont clos aujourd'hui. C'est ce que je parlais tout à l'heure de la longueur des investigations et de l'importance de la qualité du signalement initial pour permettre des juridictions des enquêtes par la suite judiciaires de qualité. 176 dossiers qui ont clos, 24% qui ont donné lieu à des condamnations, 13% à des relax et 63% à des classements sans suite. Et l'essentiel des classements sans suite l'ont été pour infractions insuffisamment caractérisées, ce qui me fait assez naturellement le lien avec le deuxième point, qui est la réciprocité qui est attendue évidemment sur la sanction des infractions financières par un recours que l'on espère accru des procureurs de la République au déféré devant le procureur général de la Cour des comptes. Ce pouvoir de déférer qui est très peu connu en fait de la part des procureurs de la République. D'ailleurs, pour être tout à fait honnête, peut-être Monsieur le procureur général en avez-vous les chiffres, mais on n'a pas au niveau de la DACG le nombre de déférés qui sont faits sur la même période, parce qu'en préparant, je me suis renseigné et il n'est pas assez marquant pour qu'on en tienne un niveau statistique. Donc, mais c'est assez significatif parce que c'est quelque chose qui est important et que les procureurs de la République ne connaissent absolument pas. Alors sans doute quand les réunions que l'on fait permettent d'en parler, mais entre en parler et sa mise en œuvre, il y a un fossé qu'il nous appartient de combler.
Et je crois important, justement, là encore, que par l'ordonnance de mars 2022, le fait que ce pouvoir ait été maintenu, ça nous a permis, dans le cadre de l'élaboration de la circulaire à laquelle je faisais référence tout à l'heure, et des travaux que nous conduisons ensemble auprès des juridictions judiciaires, d'assister sur l'importance de la complémentarité de ce pouvoir qui est le vôtre devant la Chambre des contentieux, avec la partie pénale des atteintes à la probité. En effet, ce pouvoir de déférer nous apparaît être une alternative particulièrement intéressante dans des procédures judiciaires, sur 2 points notamment. C'est si la caractérisation paraît insuffisante de l'infraction sur le plan pénal. C'est pour ça que j'indiquais qu'il est important quand même de relever que plus de la moitié des dossiers qui sont clôturés le sont par des classements sans suite pour infraction insuffisamment caractérisée, ce qui ne veut pas dire que l'infraction financière au sens Cour des comptes n'existe pas de son côté, ou si les poursuites paraisseraient inopportunes devant les juridictions judiciaires. Et donc l'objectif des travaux que nous devons conduire maintenant est en effet de sensibiliser les procureurs généraux et les procureurs de la République à analyser un dossier d'atteinte à la probité, pour prendre un terme générique, qu'il viendrait à clôturer sous cet angle-là, pour savoir s'il justifie une procédure déférée, éventuellement après la tâche qui sera prise avec votre parquet général. Et donc, notamment, lorsque les faits sont donc insuffisamment graves pour justifier des poursuites pénales, qui sont un des cas où les classements peuvent intervenir, si les infractions buteraient sur la mise au jour de l'élément intentionnel, qui est des fois très difficile à caractériser sur un plan pénal, et par ailleurs, s'il y a une mise en évidence de manquements commis par d'autres dans la supervision, l'encadrement ou la tutelle de l'organisme objet de telles infractions, qui est plus l'objet du contentieux devant la Chambre des contentieux. Ce sont les points que nous avons mentionnés dans la circulaire qui a été diffusée, à laquelle je faisais référence tout à l'heure, pour souligner les moments où il peut y avoir cette interaction. Comme cela évidemment a été évoqué, c'est cette saisine qui peut aboutir à mettre en jeu la responsabilité financière du gestionnaire dans le cadre de l'ordonnance qui est l'objet de ce colloque. Et nous avons, en annexe de la circulaire du 29 juin, donné une fiche réflexe pour que les procureurs de la République maîtrisent ce qu'ils peuvent faire à partir de ces éléments-là. Alors cette forte attente de réciprocité, elle est aussi, je crois, alors c'est témoin l'objet de mon intervention, mais j'ai bien entendu ce que disait Madame Gaspari tout à l'heure, et c'est vrai qu'on a insisté aussi dans la circulaire à laquelle je faisais référence tout à l'heure, auprès des procureurs de la République, mais ça vaut aussi pour les magistrats instructeurs, sur le dispositif spécifique qui existe de transmission de pièces auprès des chambres régionales des comptes ou de la Cour des comptes, des pièces judiciaires, avec les dispositions qui sont une dérogation à l'article 11 et qui pour indiquer qu'il n'y a pas de violation du secret des investigations à transmettre les documents qui peuvent être soit spontanément, soit demandés par les juridictions financières pour tout ce qui correspond à leur office. Et là aussi, je crois que c'est quelque chose sur lequel nous devons insister auprès des magistrats judiciaires qui connaissent assez peu ces dispositifs et qui n'ont en tout cas pas le réflexe de le faire lorsqu'il leur paraîtrait que ça pourrait être intéressant. Donc, pour conclure, quelques pistes de coopération un peu rénovées au soutien de cette articulation et de ces besoins réciproques. Donc, je disais le besoin de développer un dialogue plus étroit de part et d'autre, à la fois pour l'autorité judiciaire pour obtenir davantage des signalements de qualité, et puis du côté des juridictions financières pour éventuellement orienter les actions de contrôle. Ce sont tous des points qui sont développés dans la circulaire du 29 juin de 2023 et qui surtout insistent sur les dispositifs d'échange qui peuvent être mis en place, avec la bonne articulation qui doit être mise en place, et notamment afin d'éviter les doubles poursuites de part et d'autre, même si cela peut arriver, mais de la complémentarité et non pas du chevauchement entre les deux dispositifs. Donc l'objectif, tel que ça a été construit au niveau judiciaire, a été de renforcer ce besoin de coopération, d'une part en désignant des référents probité dans chaque parquet et dans chaque parquet général, pour avoir quelqu'un qui connaisse l'ensemble de la matière que je viens d'évoquer, à la fois dans les GIRS, le
PNF, la question ne se pose pas, mais dans les parquets de droit commun. Et le magistrat du parquet général référent est censé penser ce chaînage comme un pivot de l'ensemble des transmissions d'informations qui se fait aux différents niveaux. L'intensification des échanges au niveau local, ça a été évoqué tout à l'heure avec l'association des parquets judiciaires dans les phases de préparation et de programmation de contrôle des juridictions financières. C'est quelque chose qui est évoqué très régulièrement et qui ne fait évidemment pas obstacle au choix qui sera fait ensuite au niveau de la Chambre régionale des comptes, mais c'est important d'expliquer là où il peut y avoir un besoin. Et puis la systématisation des contacts opérationnels pour écarter toute difficulté procédurale ou circonscrire les éléments de preuve qui auraient déjà été obtenus de part et d'autre pour garantir une meilleure efficacité et éviter des doubles investigations qui seraient une perte de temps de part et d'autre. Pour cela, de façon assez concrète, on promeut de part et d'autre l'organisation, et c'est repris dans la circulaire, de journées d'immersion et d'actions de formation communes pour mieux se connaître, puisque, j'insiste sur ce point, mais je crois que c'est très marquant, et c'est ce que disait Madame Gaspari tout à l'heure, d'avoir des collègues magistrats judiciaires qui travaillent dans les sections financières des parquets, qui ne connaissent très peu ou pas assez, j'espère de mieux en mieux compte tenu de ce que l'on fait, sinon c'est à désespérer, mais les juridictions financières qui les découvrent un peu par accident, et on a indiqué de chaque côté que des réunions interjuridictionnelles devaient au moins se tenir tous les 2 ans pour faire le point sur ce qui a été fait, le point sur la qualité des signalements, et d'avoir une forme de rétexte, qui est là aussi quelque chose on essaye de promouvoir dans l'ensemble pour l'autorité judiciaire, mais c'est quelque chose d'assez difficile, car c'est sans doute la meilleure piste d'amélioration des différents travaux, outre les tours de France que nous continuons à faire entre les services du parquet général de la Cour des comptes et puis les nôtres. Voilà ce que je voulais dire, en espérant que ce nouveau dispositif, je ne reprendrai pas votre terme à nouveau, mais ce nouveau dispositif est surtout perçu comme une capacité de redynamiser, ou en tout cas de poursuivre la dynamisation de relations sur des échanges avec une finalité qui est clarifiée de part et d'autre. Merci. Bien, alors je crois qu'il m'appartient de prendre la parole après le directeur des affaires criminelles et des grâces, peut-être pour apporter un témoignage de ce qui se fait aujourd'hui en termes, ou ce qui peut se faire en termes de lutte contre les infractions économiques et financières de haut spectre, puisque c'est le domaine qui a été dédié au parquet national financier qui va fêter dans quelques jours et encore l'année prochaine ses 10 années d'existence, créé en décembre 2013, entré en fonction le 1er février 2014. Nous avons effectivement presque 10 années maintenant d'expérience à notre compteur. Alors, je m'inscris tout de suite dans les propos qu'a tenus ce matin Madame Maya Virgin quand elle parlait d'efficacité et d'exemplarité. C'est vrai que nous recherchons à travers notre action la sanction de faits graves, gravissimes, qui méritent effectivement une réponse pénale exemplaire. Cette réponse pénale qui, il faut bien le reconnaître, pendant des années, était plutôt absente du côté de l'autorité judiciaire. Ça nous a été rappelé à plusieurs reprises, notamment par l'OCDE, qui, je vous le rappelle, dans les années 2011-2012, a fortement, vivement critiqué la France pour sa quasi-absence de réponse pénale, notamment au fait d'infractions graves à la probité. Bien aujourd'hui, je dirais que le paradigme a changé, non pas parce que le PNF est entré en scène, mais parce qu'il y a eu une volonté politique au ministère de la Justice, à la direction des affaires criminelles et des grâces, par la volonté des directeurs successifs, de changer ce paradigme, mais aussi de nous doter des instruments nous permettant d'aller au-delà. J'en dirai un petit mot rapidement. Alors, le témoignage que je souhaite apporter, c'est tout simplement pour vous dire qu'aujourd'hui, l'institution judiciaire sait être au rendez-vous. Marie-Aimée Gaspari, qui a un parcours tout à fait exemplaire, puisque magistrat judiciaire, magistrat financier et puis maintenant préfète, illustre parfaitement le parcours et la complémentarité
qu'elle a mis en lumière, et c'est précisément ce terme de complémentarité que je voudrais ajouter au diptyque qu'a cité ce matin Madame Maya Virgin. Cette complémentarité, nous la vivons. Nous lui donnons corps, et je le dis ici avec plaisir, dans la mesure où, sans attendre même la circulaire du 29 juin de l'année dernière qu'Olivier Christen a signée et nous a adressée, que nous avons bien sûr lu, qui est en bonne position, toujours en ligne de mire, au parquet national financier, l'ensemble des 167 ou 166 parquets français se sont dotés aujourd'hui d'une volonté nouvelle qui consiste à aller en avant dans la lutte contre les infractions économiques et financières, chacun à son niveau, avec, et ça a été la volonté du législateur, d'instituer le parquet national financier comme chef de file en la matière. Nous avons compétences concurrentes avec l'ensemble des parquets régionaux, à l'exception de la matière boursière, les abus de marché, où nous avons une compétence exclusive, mais pour tout le reste, nous travaillons en fait en liaison aussi avec les autres parquets. Et donc la complémentarité sur le segment qui nous intéresse aujourd'hui, de l'ordre public financier, auquel nous avons aussi des comptes à rendre, nous, parquet national financier, eh bien cette notion, nous l'avons intégrée. Et très tôt, ma prédécesseure, Eliane Houlette, et moi-même, avons, sous l'impulsion des procureurs généraux de la Cour des comptes successifs, je pense en particulier à Catherine Hirsch et à Louis Gauthier, mais également M. Joannet qui est ici présent dans la salle, les relations très vite se sont rapprochées. Et c'est une bonne chose. Si on parle d'une révolution, je dirais que cette révolution est en fait en cours depuis maintenant 40 ans. On devrait en fait fêter également les 40 ans des chambres régionales des comptes, si ma mémoire ne me trahit, instituées en 1983. Et ça a été effectivement une révolution, puisqu'elle permettait de surmultiplier le bras armé qu'est la Cour des comptes dans le contrôle local des gestionnaires publics. Alors ce travail de complémentarité, je le vois évidemment de façon dynamique, en ce sens que le parquet national financier a la charge aujourd'hui d'environ 750 dossiers qui couvrent les 4 champs de compétences de notre parquet, à savoir les infractions à la probité, c'est celle qui nous intéresse ici, un tout petit peu moins de la moitié de notre portefeuille. Nous avons la grande fraude fiscale, ce qu'on appelle la fraude fiscale aggravée, nous avons les abus de marché et nous avons les infractions anticoncurrentielles. Sur le premier domaine d'action, donc les infractions à la probité, j'observe dans nos statistiques que nous sommes saisis à 40% par les autorités publiques. Ces autorités publiques s'adressent à nous, notamment par le biais des articles 40 du Code de procédure pénale, qui font obligation à tout agent public de dénoncer au procureur de la République les infractions qu'il a pu constater. Et cet article 40 fonctionne de façon très efficace et très active. Et au sein de ces 40%, j'ai poussé un petit peu les statistiques parce qu'elles ne sont pas totalement fiables, un instrument qu'on a amélioré ces derniers mois, j'observe qu'il y a environ un quart des dossiers qui nous viennent précisément, mesdames, messieurs, de la Cour des comptes et des chambres régionales des comptes. Et alors ce travail, eh bien, forcément, nous conduit à une proximité, j'allais presque dire une gémellité avec les magistrats financiers. Quand j'écris un procureur financier, j'aime bien lui rajouter « Monsieur le procureur financier, virgule, chers collègues », parce que nous sommes effectivement dans cette union de travail contre les infractions, de lutte contre les infractions à la probité, chacun sur son terrain, avec les armes qui sont les siennes. Et donc nous avons, ça continue à illustrer mon terme de complémentarité, ont été mises en place des relations très étroites, justement de synergie, de passerelle, comme l'a évoqué à l'instant le directeur des affaires criminelles, à savoir des rencontres régulières que nous avons, ici même à Paris, rue Cambon, bien sûr, avec les revues de portefeuille que nous avons initiées, que j'ai pu traiter avec Madame Hirsch et prochainement sans doute aussi avec Monsieur Gauthier, puisqu'il a pris ses fonctions. Ce sont des occasions pour nous, justement, de mettre sur la table les dossiers qui nous proviennent, par exemple, d'un article 40 de la Cour des comptes, d'une information qui nous est transmise,
pour nous l'occasion de dire voilà ce qu'on en a fait. Voilà où nous en sommes, voilà éventuellement les difficultés sur lesquelles nous butons, voilà peut-être les axes d'amélioration, et notamment les axes d'amélioration de la qualité des informations qui peuvent nous être transmises et qui nous seront utiles. Et nous avons là-dessus un dialogue très étroit, très fluide, qui est facilité, c'est vrai, par la présence à votre parquet général d'un collègue qui était auparavant magistrat au PNF, Bruno Nataf, pour ne pas le citer, qui est ici présent dans la salle. Et donc, nous avons cette relation avec la Cour des comptes, son parquet général, mais également, et de la même manière, et vous le savez, avec les chambres régionales des comptes. Et nous organisons très régulièrement des rencontres avec plusieurs d'entre elles, pas toutes, mais c'est en train de se développer. Je pense en particulier, l'une qui est emblématique, c'est la Chambre régionale des comptes d'Auvergne-Rhône-Alpes, mais aussi, je pense par exemple à la Chambre des comptes de Provence-Alpes-Côte d'Azur, d'Île-de-France, bien sûr, et d'autres plus occasionnels, parce que les faits sont peut-être moins fréquents ailleurs, mais dans les régions que j'ai citées, effectivement, ont une occurrence un peu plus régulière, et donc elles nous conduisent bien sûr à des relations très étroites, mais qui sont des relations de confiance et qui sont des relations d'efficacité. On retrouve le terme qui a été utilisé ce matin. Ces relations, c'est par exemple le procureur d'Auvergne-Rhône-Alpes qui m'a écrit pas plus tard que la semaine dernière pour convenir déjà de la prochaine rencontre que nous aurons ensemble au mois de février prochain, qu'il combine d'ailleurs, qu'il sait très utilement combiner avec des représentants des parquets généraux de Lyon, de Chambéry, de Grenoble, et nous venons les uns et les autres avec des dossiers que nous traitons, j'allais dire, ensemble, soit qui nous ont été dénoncés sur les faits pénaux par les chambres régionales des comptes, ou des dossiers où nous avons observé des situations qui peuvent effectivement interroger sur la qualité d'un gestionnaire public local. Et donc ces rencontres, nous les alimentons, nous les animons de façon très régulière, et ça permet peut-être un petit peu de s'inscrire en faux à ce qui a été dit tout à l'heure, à savoir qu'il y a bien un retour aussi de l'autorité judiciaire vers l'autorité financière, ne serait-ce que pour harmoniser en quelque sorte nos diapasons, ou en tout cas nos violons au même diapason, et cela nous permet effectivement d'aller de l'avant et d'obtenir, j'ai en tête, alors c'est un dossier effectivement d'Auvergne-Rhône-Alpes, une condamnation en CRPC, donc en plaidé coupable, qui est intervenue contre des membres de direction, je ne vais pas trop rentrer dans le détail, mais de direction hospitalière de la compétence d'Auvergne-Rhône-Alpes, au bout de simplement quelques mois d'enquête de notre côté, avec un parquetier du PNF très investi dans cette affaire, complètement adossé au travail de la Chambre régionale des comptes, avec des allers-retours au niveau des informations et des éléments de preuve qui nous ont permis de déboucher rapidement sur une condamnation. Il y a d'autres condamnations qui vont suivre, mais là nous avons un exemple effectivement de la faisabilité et surtout de l'efficacité qui peut être au rendez-vous. Alors ce travail, nous allons bien évidemment le poursuivre dans l'esprit de l'ordonnance de 2022, dans l'esprit de la circulaire du 29 juin de la Direction des affaires criminelles et des grâces, et nous allons bien sûr rechercher également des pistes d'amélioration dans notre travail, notamment au regard de cette qualité que nous avons, que j'ai, d'autorité de déférer. Alors, c'est une nouveauté dans la mesure où nous la connaissions, mais nous ne l'avons peut-être pas. Ça, je plaide tout à fait la coulpe, la mienne et peut-être aussi celle de d'autres procureurs. C'est que c'est un champ dans lequel nous ne sommes pas suffisamment rentrés, mais que nous allons faire d'autant plus volontiers que, ça a été dit tout à l'heure, nous le voyons bien, dans notre domaine de compétences, nous sommes en matière délictuelle. Qui dit délictuelle dit à peut-être une ou deux exceptions près où on peut avoir des infractions par négligence, ce sont essentiellement des infractions volontaires, des infractions intentionnelles. Donc avec un élément, un dol général, parfois même un dol spécial, mais au moins un dol général à rapporter, à démontrer, à côté bien sûr de la participation matérielle aux faits. Et cette caractérisation peut parfois pécher, y compris auprès de grands décideurs, même si on a réussi à faire comparaître en justice des responsables de très haut niveau.
J'accepte la partie peut-être présidentielle et ministérielle, même s'il y a eu des condamnations qui sont intervenues dans ce domaine-là, mais je me focalise davantage peut-être sur les décideurs publics régionaux et locaux. J'ai en mémoire un ancien maire de la 3e ville de France que nous avons fait condamner pour effectivement des faits de détournement public, grâce précisément au travail qui a pu être fait en articulation avec la Chambre régionale des comptes de Provence-Alpes-Côte d'Azur. Donc ce travail, nous allons le poursuivre et justement trouver cette articulation dans la mesure où dans certains cas, nous voyons bien que l'élément intentionnel ne nous permet pas d'aller plus loin dans des poursuites sur le terrain délictuel, mais d'aller rechercher peut-être également en complément, et Madame la Secrétaire Générale, vous avez tout à fait raison de le rappeler, veiller au respect du non bis in idem, la Cour européenne des droits de l'homme y veille bien sûr aussi, c'est d'aller bien sûr situer de façon précise et exacte et adapter le niveau de responsabilité, que ce soit un niveau délictuel ou un niveau, j'allais dire, infrapénal, mais ne le prenez pas comme une injure. C'est le sens qui est donné aux 10 infractions pour lesquelles la Chambre du contentieux est compétente et qui permet effectivement d'engager l'action publique. Et en cela, nous sommes pleinement collègues, Monsieur le procureur général, puisque nous engageons l'action publique sur le terrain du droit pénal. Vous le faites dans votre domaine de compétences. Et donc, nous avons là une complémentarité encore à trouver, à rechercher. Et j'ai déjà donné des instructions au sein de mon parquet pour qu'on aille justement débusquer, pour utiliser le terme qui a été cité tout à l'heure, débusquer dans nos dossiers des situations où nous pourrions venir vers vous avec un déféré pour que vous puissiez prolonger peut-être l'action du parquet national financier en ce qui me concerne dans certains domaines. Je pense notamment à des questions de favoritisme en marge de faits de détournement de fonds publics, voire de prise illégale d'intérêt. Il peut y avoir effectivement cette zone où vous pourriez également intervenir, soit en complément, soit éventuellement à notre place, si nous butons, par exemple, sur la caractérisation de l'infraction, ou si, pour des raisons d'opportunité, nous estimions ne pas devoir aller plus loin. J'observe simplement un point, mais ça a fait l'objet des entretiens que nous avons déjà eus. Je me souviens de la présentation que nous avait faite en son temps Madame Catherine Hirsch, mais également plus récemment, grâce à votre intervention, l'avocat général qui se cache là-haut, mais qui était très très efficace il n'y a pas plus tard que 15 jours, Nicolas Gropper, est venu présenter à tous les magistrats et assistants spécialisés du parquet national financier le nouveau dispositif de responsabilité. Et donc, grâce à cette meilleure connaissance, nous allons rechercher ces zones complémentaires d'interaction, complémentarité toujours, entre nos deux institutions. Nous le devons à la République, c'est l'exemplarité qui est attendue aussi de notre action, dès lors que l'exemplarité n'a pas été au rendez-vous chez certains décideurs publics. Je vous remercie. Bien, c'est nous qui vous remercions beaucoup pour cette présentation. Efficacité, exemplarité, complémentarité, c'est un triptyque qui est quand même extrêmement riche et, sans mauvais jeu de mots ici, assez inspirant, à condition que l'articulation se fasse bien, évidemment, entre les différents niveaux. Est-ce que c'est toujours bien le cas? Notamment, qu'en est-il du risque de superposition des poursuites? Qu'en est-il du principe non bis in idem? Nous tournons maintenant vers le juge Mathias Guillaumard à Strasbourg. Monsieur le juge, vous avez la parole. Merci, madame. Merci. Bonjour à tout le monde. Je suis désolé d'être effectivement à distance, mais très heureux de pouvoir quand même participer à ces échanges. Et je remercie la Cour des comptes et l'INSP de m'avoir convié à cette table ronde très riche et qui est toujours très précieuse pour moi en qualité de juge national, c'est-à-dire juge élu au titre de la France, de rester très connecté à la réalité de ce qui se passe et d'être plongé au cœur de cette réforme était pour moi aujourd'hui extrêmement instructif. Donc merci beaucoup. Je me permets juste de rebondir avant de commencer à parler de ce dont on m'a demandé de parler, à savoir du ne bis in idem dans notre jurisprudence ici, par rebondir sur ce que j'ai entendu à plusieurs reprises, et notamment dans les propos liminaires de Madame la Secrétaire Générale du gouvernement, sur le risque que le juge entrave l'action publique.
on parle d'efficacité de l'action publique, d'efficacité du contrôle. Je voudrais dire, et c'est tout à fait vrai dans la jurisprudence de la Cour européenne, que bien souvent, ici, les États sont condamnés pour leur inaction. Et je crois qu'il ne faut pas opposer la prise de risque, l'exercice de responsabilité de l'action publique et le contrôle du juge. Alors, bien souvent, c'est la carence de l'action publique qui est attentatoire aux droits protégés par la Convention. Voilà. C'est un petit propos liminaire et qui me permet vraiment de dire que je crois qu'il ne faut pas du tout opposer l'un et l'autre. Alors, pour ce qui est du nebis in idem, je vais essayer de présenter l'état actuel de notre jurisprudence, dont je peux dire qu'elle est assez complexe, suffisamment stabilisée, je crois, pour être accessible. D'abord, comme vous le savez très bien, il y a un principe posé dans l'ensemble conventionnel, qui est l'article 4 du protocole 7 additionnel, qui prévoit le droit à ne pas être jugé ou puni deux fois. Et vous trouvez dans la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, à l'article 50, pareille consécration du principe nebis in idem. Donc la première chose, c'est que nous avons un ancrage textuel. Cet ancrage textuel reflète ce principe cardinal, d'une certaine manière, de protection. Et nous avons, affaire après affaire, précisé les trois composantes que trouve dans ce principe et qui renvoient en réalité aux différents paragraphes qu'il y a dans l'article, de telle sorte que je crois pouvoir dire d'abord qu'il faut s'interroger sur la nature pénale des différentes procédures, ensuite la question de savoir s'il s'agit ou non des mêmes faits, et puis ensuite s'il y a la possibilité d'une répétition procédurale. Un mot tout d'abord sur la nature pénale. Vous le savez certainement mieux que d'autres, la France a assorti la ratification de ce protocole d'une réserve, en précisant que cet article ne s'appliquait que pour le pénal au sens du droit interne. D'ailleurs, la Cour de cassation, très fréquemment, a à connaître de procédures pénales successives ou concomitantes, et je renvoie à son arrêt du 15 décembre 2021 qui a rebrossé de manière panoramique l'économie générale de ce principe en se référant à la jurisprudence de la Cour européenne. Mais, vous le savez très bien, ailleurs, notre jurisprudence retient une acception autonome de la matière pénale. Et le choix a été très vite fait de considérer que pour l'application de cet article 4 du protocole 7, on allait appliquer ce qu'on appelle les critères Engel, qui permettent de qualifier de pénal au sens de la Convention, généralement l'article 6 sur le procès équitable, une matière qui n'est pas strictement pénale, disciplinaire, administrative, et c'est pour ça que, par exemple, des sanctions fiscales peuvent avoir été astreintes dans le champ de cette disposition. Donc, je crois que c'est extrêmement important de l'avoir à l'esprit. Quant à la question de la validité de la réserve française, elle est en débat, bien sûr, doctrinal. La Cour n'était pas prononcée sur cette validité. Comme vous pouvez voir, il y a beaucoup de soleil à Strasbourg. Alors, en réalité, il y a eu une jurisprudence qui concerne l'Italie, Gandhi-Stevens contre Italie, une affaire de grande chambre, dans laquelle la Cour a considéré que la validité de la réserve italienne ne pouvait pas être reconnue. Et elle a écarté la réserve, et a donc appliqué à l'affaire en cause, et c'était dans l'affaire des amendes administratives qui avaient été affligées par l'autorité des marchés financiers italienne, a appliqué le principe nebis in idem. Pour la question de la réserve française, vous vous douterez bien que je ne vais pas me prononcer ici, d'autant plus qu'il y a une affaire pendante qui durera sans doute dans les mois qui viennent. La Cour a tranché la question. Je note simplement que dans une affaire Nodel contre France, qui concerne l'AMF française, l'autorité des marchés financiers française, qui a été rendue avant que j'arrive à la Cour en 2019, le gouvernement français n'avait pas opposé la réserve française, et donc la Cour a appliqué l'article 4 du protocole 7, ce qui a donné lieu à un procès de violation, j'y reviens. Voilà le premier point. Sur l'autonomie de la matière pénale, le champ assez large de ce que nous reconnaissons comme pénal au sens 2, assez large, mais pas systématique. Les critères, je le rappelle, la qualification en droit interne, qui est un indice,
mais qui n'est pas suffisant, car on peut, si ça crée une présomption d'application de la matière pénale, on peut considérer que ça n'est pas suffisant car cette présomption est irréfragable, et surtout, quand en droit interne, ça n'est pas qualifié pénal, le critère de la nature de l'infraction et celui de la gravité de la sanction sont combinés de manière cumulative par notre jurisprudence pour apprécier si on atteint un seuil de gravité tel, de coloration pénale telle que ça rentre dans le jeu. Alors c'est intéressant pour vous, il y a une affaire, une décision d'irrecevabilité, Prina contre Roumanie, même si le système de la Cour des comptes italienne est très différent du système français, mais dans une décision d'irrecevabilité en 2020, excusez-moi, je dis Italie, c'est Roumanie, c'est à cause de Gandhi Stevens que j'ai resté en Italie. Donc c'est Prina contre Roumanie en 2020, ça a été jugé comme irrecevable, faute d'applicabilité rationnée matérielle de la disposition. Parce qu'il a été considéré que l'amende contraventionnelle qui a été infligée par le juge des comptes roumain n'était pas pénale. D'abord, parce que, et c'est assez intéressant de voir ça, elle renvoyait à l'exercice de prérogatives disciplinaires à l'égard de membres de la fonction publique d'abord. À partir de quel moment c'était absolument incompréhensible? Nous avons entendu jusqu'au correctif entre l'Italie et la Roumanie. Ah oui, alors très bien. Alors donc c'est bien la Roumanie. Et ce que je voulais donc appeler votre attention sur cette affaire, c'est une décision d'irrecevabilité. L'article 4 du protocole 7 ayant été considéré comme inapplicable, rationné, matériel, faute que l'amende infligée par la Cour des comptes roumaine ait été considérée, c'était une amende infligée à un fonctionnaire local, a été considérée comme pénale au sens 2. Et les critères qui ont été mobilisés pour exclure du champ du nebis idem cette amende sont d'une part la nature de l'infraction qui renvoyait, je cite la décision, à l'exercice de prérogatives disciplinaires à l'égard de membres de la fonction publique plutôt qu'à l'infliction de peine du chef d'infraction pénale. Et la deuxième chose qui a été relevée par la Cour est le caractère modéré de l'amende, qui était de 850 € pour un maximum encouru de un peu plus de 2000. Et donc, si je prends les deux critères de nature de l'infraction, ou plus exactement nature de la répression pour le coup, et gravité de la sanction, ça fait tomber hors champ du nebis idem. Je trouvais que cet exemple roumain était intéressant à porter à votre connaissance. Voilà, donc ça sur le pénal, je voulais quand même dire, c'est évidemment le point d'entrée dans l'applicabilité de la disposition et donc dans l'invocabilité du principe. Je voulais dire quelques mots, y compris en réservant la question de la validité de la réserve française. Ensuite, un mot sur le idem. Eh bien, depuis l'affaire de Grande Chambre Zulutukin contre Russie de 2019, la Cour a très clairement retenu une conception factuelle de l'idem et donc va avoir une approche très objective, toujours dans le cadre de son contrôle in concreto, très basée sur le même fait. Il faut que ce soit le fait identique ou un fait qui puisse être regardé comme le même en substance. Et donc, nous ne sommes plus du tout en train de regarder l'idem légal, c'est-à-dire les qualifications et leurs similitudes, mais véritablement la question du même fait ou du fait en substance, le même. Alors, si nous sommes dans deux procédures pénales au sens 2, si nous sommes à raison du même fait ou en substance le même fait, alors nous arrivons maintenant à la question du bis. Et là, c'est un arrêt de Grande Chambre de 2016, AB contre Norvège, qui a cadré le régime du principe nebis idem dans notre jurisprudence. Cette jurisprudence AB contre Norvège pose maintenant deux degrés différents d'interdiction. Lorsque nous sommes face à des procédures successives, l'interdiction est absolue. Lorsqu'une procédure est définitivement clôturée, peu importe qu'elle ait débouché sur une condamnation ou un acquittement, il y a une interdiction absolue de reprendre, à quelque titre que ce soit, des poursuites et a fortiori des sanctions. Et ça renvoie à la protection de la sécurité juridique, à laquelle on peut évidemment rattacher l'autorité de choses jugées.
Tout autre, et c'était l'hypothèse tranchée par AB contre Norvège, et c'est celle qui intéresse évidemment la complémentarité des procédures dont vous avez parlé cet après-midi, tout autre est l'hypothèse dans laquelle les procédures sont concomitantes, ou à tout le moins mixtes, puisque la simultanéité de leur engagement n'est pas évidemment un prérequis. Alors à ce moment-là, AB contre Norvège a dégagé un critère qui est la notion du lien matériel et temporel suffisamment étroit autour duquel va s'articuler notre contrôle. En principe, il n'y a pas de possibilité d'engager des poursuites et d'être jugé et puni 2 fois, sauf si les procédures concomitantes ou mixtes forment un ensemble intégré dont la cohérence globale peut être regardée comme suffisante pour justifier finalement ces 2 rails. Et c'est là où la Cour va aller regarder, autour de critères très précis, l'existence ou l'absence de ce lien matériel et temporel suffisamment étroit entre les procédures. Alors, un mot quand même pour parler des différents critères. Premier critère pour l'existence du lien matériel. Il faut qu'il y ait des buts complémentaires. J'ai beaucoup entendu parler de complémentarité cet après-midi. Et donc, effectivement, il ne faut pas qu'il y ait les mêmes finalités qui soient poursuivies par les différentes procédures. Et du coup, on a cette exigence de plusieurs pièces, comme dans un puzzle, qui s'imbriquent et qui, s'ajoutant les unes aux autres, forment ce tout intégré en visant des objectifs complémentaires, à raison de même fait. Et ces objectifs renvoient effectivement, sont appréciés in abstracto comme in concreto, et ça renvoie aux intérêts sociaux protégés, aux valeurs sociales protégées. Deuxièmement, et ça c'est très important parce que nous avons toujours un contrôle in concreto du point de vue du requérant, il faut que cette possibilité d'engagement de plusieurs procédures mixtes ait été prévisible, raisonnablement prévisible pour la personne en cause. En d'autres termes, qu'en agissant comme elle a agi, elle puisse raisonnablement anticiper les conséquences attachées à son comportement, à savoir l'engagement de ces procédures concomitantes. Donc, plus complémentaire, ça, c'est du point de vue macro, et du point de vue micro-individuel, prévisibilité de la mise en œuvre de ce régime à 2 branches, si je puis dire. Ensuite, c'est assez intéressant, j'ai été très intéressé par tout ce qui a été dit à l'instant sur les coopérations procédurales qui ont été mises en place. Il y a un critère qui renvoie aux modalités procédurales. Il faut qu'il y ait des interactions entre ces 2 procédures. La Cour est très vigilante à la manière dont les 2 procédures ont été conduites. Et elle est soucieuse qu'il n'y ait pas eu répétition dans le recueil, par exemple, des éléments de preuve ou des actes de procédure, mais plus synergie. D'une certaine manière, la complémentarité des buts doit être servie par une unicité procédurale, la plus grande possible, évidemment. Et quand on a établi les faits dans une procédure, ça devrait pouvoir suffire à la conduite de la seconde. Et puis, dernier critère, c'est l'issue. Évidemment, c'est la sanction. Et la Cour considère qu'il doit pouvoir y avoir une prise en compte au cas où il y a 2 sanctions évidemment, dans la sanction qui est prononcée en dernier lieu, une prise en compte de celle qui a été prononcée en premier lieu, de telle sorte que le montant global des peines qui ont été prononcées reste proportionné. Donc, si je récapitule ces 4 critères pour la caractérisation d'un lien matériel suffisamment étroit. Vous avez la complémentarité du but, la prévisibilité de la mise en œuvre de ce système intégré, l'interaction procédurale qui évite une sorte de répétition formelle, procédurale dans les actes de conduite et d'instruction, conduite de la procédure d'instruction, et puis à la fin, donc vous avez le but, la procédure, et à la fin, évidemment, le résultat de celle-ci qui doit rester proportionné. Et c'est tout à fait logique si on rapproche le nebis idem du fondement qu'il possède en cas de poursuite concurrente ou mixte, qui est en réalité une protection contre l'excès de répression. Alors, un mot pour finir, parce que je vois qu'il est déjà à 16h10.
et je suis désolé encore une fois des incidents techniques, pour dire que dans l'affaire Naudet contre France, concernant l'AMF, et d'une certaine manière, la solution avait été déjà tranchée par le Conseil constitutionnel dans la QPC de 2015 qui avait considéré que c'était contraire à la Constitution. Donc la Cour a d'une certaine façon repris sous le timbre conventionnel la même solution. Faute que le gouvernement ait opposé la réserve, ou l'absence d'objection tenant à la réserve, la Cour ne s'est pas prononcée sur sa validité, a admis le caractère pénal de la sanction prononcée par l'AMF, avec les critères Engel, et a ensuite fait jouer la grille de AB contre Norvège. Pourquoi c'est intéressant? Parce qu'on a mobilisé dans Naudet contre France le critère temporel et pas seulement le critère du lien matériel. Et c'est pour ça que je voulais insister là-dessus. Parce que s'il y a un lien matériel suffisamment étroit, ça ne suffit pas encore à ce que le fruit de cet ensemble intégré soit regardé comme compatible avec les exigences du nebis idem. Encore faut-il qu'il y ait aussi un lien temporel suffisamment étroit. Dans l'affaire Naudet contre France, il n'y avait ni l'un ni l'autre. La Cour a bien développé le second aspect, relevant que la procédure avait duré plus de 7 ans et demi en tout, et a rappelé pourquoi elle avait cette exigence de lien temporel suffisamment étroit. C'était pour éviter, et ça renvoie là à une forme d'insécurité juridique, je cite la Cour, que le justiciable ne soit en proie à l'incertitude de manière trop longue, et que les procédures ne s'étalent pas dans le temps de telle sorte que le délai global de l'affaire soit déraisonnable. Et donc, vous voyez bien qu'il y a cette dernière exigence, pas de simultanéité absolue, mais de recoupement dans le temps, qui fait partie de l'appréciation de la cohérence globale de l'ensemble procédural mis en cause devant la Cour. Voilà, j'espère que j'ai été assez clair, en dépit de la distance, du fait que vous devez voir surtout un jeu d'ombre et de lumière et que j'ai dû trouver mon casque en cours de route. Je terminerai en disant, tout ça, en fait, tel que je le présente, doit sembler suffisamment évident à chacun des acteurs d'un dispositif donné pour qu'il évite, lorsqu'il va le mettre en œuvre, que l'on ne se trouve face à des dysfonctionnements dont certains ne relèvent pas nécessairement des acteurs. Ça, c'est dans le caractère in abstracto de l'affaire que les buts assignés doivent être complémentaires. Mais quand une réforme a été mise en place dans un esprit d'ensemble intégré, si je puis dire, c'est chacun des acteurs, et j'insiste beaucoup sur la nécessité de la coopération, de l'interaction entre les acteurs qui conduisent les deux procédures, qui doivent veiller à ce que, à la fois sur le fond, sur la procédure dans le temps et quant à la proportionnalité de la ou des sanctions prononcées, cette protection des personnes poursuivies contre cette idée qu'on pourrait être puni puis repuni de façon incontrôlée fonctionne de manière efficace. Voilà, j'espère que j'ai pu me faire entendre. Je vous remercie de votre attention. Bien, merci beaucoup, monsieur le juge. Lorsque nous vous avons entendu, vous avez été en effet parfaitement clair. Au début, c'était peut-être un tout petit peu plus compliqué, mais en tout cas, vous avez été parfaitement clair et nous avons très bien entendu à la fois l'importance de la complémentarité à travers ce panorama que vous nous avez donné à voir, et aussi nous avons entendu toute l'importance de la question de l'interprétation normative, d'où la nécessité de donner le là, comme l'évoquait Madame Gaspari tout à l'heure. Donc, vu la richesse des interventions, nous sommes une fois de plus débordés par le timing, mais ça n'est pas mauvais signe, ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses à en dire et que l'ensemble des intervenants jouent le jeu de nous en dire effectivement beaucoup de choses. Donc, comme en fin de matinée, je vous propose de reporter nos questions au moment de discussion et je souhaite bonne chance à mon camarade et ami Nicolas pour gérer l'ensemble de ces questions tout à l'heure en une demi-heure. Et pour le moment, nous allons faire une petite pause prévue avant d'entendre Monsieur Fournel.